Guillaume le Conquérant, un nom qui claque et qu'il porte d'ailleurs plutôt bien. Jeune bâtard normand descendant de vikings, Guillaume de Normandie, c'est ce duc qui, non content de son duché, va se lancer au XIe siècle à la conquête du trône d'Angleterre. Grand stratège, guerrier redoutable, mais aussi chef d'état implacable et cruel. Voici comment ce Normand s'est retrouvé roi d'Angleterre, et comment il a à lui seul changé la face de l'Europe et peut-être même du monde. C'est en 1027 que voit le jour Guillaume de Normandie, surnommé Guillaume le Bâtard. Pourquoi ce nom si sympathique? Eh bien pour tout comprendre, il faut revenir 2 siècles en arrière, à la mort de Charlemagne en 814. On l'a déjà évoqué lors de l'épisode sur ce sacré Charlemagne, mais la fin de règne de ce dernier est en demi-teinte. Et ouais, à la fin de sa vie, l'immense empire de Charlemagne commence à s'effriter, et l'une des raisons de cet affaiblissement, ce sont les incursions vikings qui commencent à toucher les côtes de Francie. Un siècle après le début de ces incursions, un chef viking du nom de Rollon s'aventure au cœur du territoire franc. Son armée pille, tue et surtout saccage les terres du roi de Francie occidental de l'époque, Charles III le Simple. Pour certains, ça doit vous faire penser à la série Vikings. Et vous avez entièrement raison, puisque le personnage de Rollo, le frère de Ragnar, est totalement inspiré de Rollon. Alors quand Rollon perd au siège de Chartres en 911, le roi y voit une magnifique occasion de négocier la paix. La paix de Saint-Clair-sur-Epte est signée et Rollon reçoit des terres et est fait Jarl des Normands. Le roi avait bien compris que vouloir stopper les raids des Danois était vain et qu'opter pour l'assimilation de ces derniers serait plus bénéfique sur le long terme. En contrepartie, Rollon et ses proches se convertissent au christianisme et s'engagent à empêcher toute nouvelle incursion danoise en Francie, ce qu'il va d'ailleurs faire. Normandie, littéralement la terre des hommes du Nord, devient alors un duché du royaume franc, ce qui n'empêche pas Rollon d'importer quelques traditions scandinaves, notamment le mariage moré-danico. En gros, la polygamie. Et c'est là l'élément clé pour comprendre de quoi descend notre Guillaume. Rollon et ceux qui vont lui succéder après sa mort vers 932 peuvent avoir plusieurs femmes officielles. Mais en Francie, comme on tient aux traditions chrétiennes, on est obligé de se marier avec une seule femme. Et les enfants issus d'autres unions, ce sont des bâtards, et ne peuvent donc pas prétendre à la succession. Ce qui n'est pas le cas chez les Normands qui conservent la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Et donc, aucun de leurs enfants n'est illégitime. Une tradition très mal vue par le reste de la noblesse franque. Mais revenons à Guillaume. Il est le fils de Robert le Magnifique, duc de Normandie, et d'Arlette de Falaise, l'une de ses maîtresses, fille d'un tanneur issu d'un milieu plutôt modeste. Vous comprenez donc là où ça coince. Pour les Normands, Guillaume est un descendant légitime de Robert. Mais pour les Francs, ce n'est qu'un bâtard qui ne peut donc pas prétendre à lui succéder. Mais pourtant, à la mort de son père en 1035, alors que ce dernier se rendait en pèlerinage à Jérusalem, Guillaume récupère à seulement 8 ans son titre de duc de Normandie et devient Guillaume II. Il va vivre alors une période traumatisante. Il est jeune, vulnérable, et nombreux sont les nobles qui s'opposent à son accession au titre de duc de Normandie. Ils vont même jusqu'à le surnommer Guillaume le Bâtard. Le jeune garçon va alors passer une partie de son enfance à tenter d'échapper à plusieurs tentatives d'assassinat. Un soir, il se retrouve obligé de se cacher et assiste impuissant à l'égorgement de l'un de ses protecteurs. Un moment particulièrement choquant qui forgera son caractère. En plus de ça, la Normandie fait face au même moment à un épisode de famine, et de nombreux barons se soulèvent contre lui. Avec tous ces problèmes qui le pourchassent, il aurait pu décider de fuir, mais non, pour Guillaume, il n'en est pas question. Alors il va demander l'appui du roi des Francs Henri Ier qui va finalement l'aider, et faire taire les barons contestataires lors de la bataille de Vallesdune le 10 août 1047. Une enfance bien bourrin, mais tout ça ce n'est que le début. Pendant les années qui suivent la bataille de Vallesdune, Guillaume s'affirme de plus en plus en tant que duc. Il se marie avec Mathilde de Flandre, nièce d'Henri Ier et fille du comte de Flandre, un allié très puissant pour Guillaume. Les frontières de la Normandie s'élargissent jusqu'à devenir une menace pour le roi des Francs, qui finit même par se retourner contre Guillaume. Les deux hommes s'affrontent lors de la bataille de Varaville. Guillaume le défonce et une paix est signée entre les deux camps. Guillaume est à ce moment ultra puissant, il a l'un des duchés les plus grands et vient tout juste de mettre une raclée au roi des Francs. Là, à ce moment-là, personne ne semble pouvoir l'arrêter. Et justement, lui et son ambition démesurée vont se mettre à convoiter un nouveau territoire, un très gros territoire. Un peu plus au nord, l'Angleterre.
Coup de chance pour Guillaume, l'Angleterre est alors en proie à une crise de succession. Le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, avec qui Guillaume entretient de bonnes relations, avait passé une grande partie de sa vie en Normandie, lorsqu'il fuyait les Danois, et s'était durant son règne entouré de nombreux Normands. Alors, comme Édouard n'a pas de descendants, il désigne Guillaume pour lui succéder. Une aubaine pour lui, mais bon, comme souvent, ça va pas se passer comme prévu. Deux autres prétendants vont se faire entendre. Harold Godwinson de Wessex, le frère d'Édith de Wessex, la femme d'Édouard. Il ne supporte pas les Normands qui conseillent le roi Édouard, et veut les dégager, et récupérer la couronne au passage. L'autre grand prétendant au trône, c'est Harald Hardrada, roi de Norvège, un redoutable viking qui réussit à remonter une filiation qui le rendrait légitime pour succéder au roi Édouard. On a donc nos trois prétendants, Harold, Harald et Guillaume, qui attendent patiemment que Édouard ne rende l'âme. Alors lorsque le vieux Édouard finit par passer l'arme à gauche le 5 janvier 1066, c'est Harold de Wessex qui devient roi d'Angleterre. Harald et Guillaume ne l'entendent pas du tout de cette oreille, et vont chacun de leur côté planifier leur invasion de l'Angleterre pour récupérer la couronne. Guillaume va mettre 1 an à concevoir son plan d'invasion. Il réussit à convaincre ses barons de le suivre et il va même obtenir le soutien du pape qui excommunie Harold. Il va enfin réussir à lever une grande armée et à construire une grande flotte pour traverser la Manche. Au même moment, Harald de Norvège débarque au nord de l'Angleterre et affronte lors de la bataille de Stamford Bridge les forces du roi d'Angleterre, Harold. Harald vient de débarquer pour la toute première fois en Angleterre et il est en vérité complètement paumé. Alors pour Harold, c'est une aubaine et il parvient à le prendre par surprise sans grande difficulté. Harold de Wessex est victorieux et son grand rival Harald est tué sur le champ de bataille en recevant une flèche à la gorge. Une grande victoire qui conforte Harold dans sa position de seul roi légitime pour l'Angleterre. Mais pourtant la suite va s'avérer radicalement différente. 3 jours seulement après la bataille de Stamford Bridge, la flotte de Guillaume traverse la Manche en pleine tempête et foule le sol anglais le 28 septembre 1066. Il s'installe avec ses quelques 8000 hommes, si ces chiffres sont invérifiables, à Hastings, un village dont le nom s'apprête à rentrer dans l'histoire. Harold, s'il veut stopper Guillaume, doit faire immédiatement demi-tour et retraverser toute l'Angleterre du nord au sud. C'est ainsi qu'épuisée, après des kilomètres de marche, l'armée d'Harold se retrouve à Hastings et fait face à l'armée de Guillaume. Juste avant la bataille, on peut apercevoir dans le ciel la comète de Halley, signe d'une prochaine victoire. Bref, tous les éléments sont réunis pour faire de la bataille qui s'annonce un moment décisif. Faut vous imaginer, vous vous apprêtez à vous battre et vous voyez ça dans le ciel. L'ambiance devait être assez spéciale. La bataille d'Hastings débute le 14 octobre 1066. Les hommes de Guillaume se lancent à l'assaut avant de faire mine de reculer. Persuadés que l'ennemi ne demande plus qu'à être achevé, l'armée d'Harold, fatiguée et mal préparée, se jette dans la gueule du loup. L'armée de Guillaume se referme sur les Saxons, et ces derniers se font massacrer par la cavalerie normande. La bataille dure toute la journée, le roi Harold est tué durant celle-ci et ce sont les Normands qui en sortent victorieux. Les deux prétendants au trône sont morts, Guillaume peut enfin se faire sacrer roi d'Angleterre le 25 décembre. Le jeune bâtard normand vient de devenir roi d'Angleterre. Celui que l'on surnomme maintenant le Conquérant est désormais l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et pourtant, Guillaume, il va vite déchanter. Il est certes devenu roi d'Angleterre, mais pour beaucoup, encore une fois, il est illégitime. Guillaume doit s'imposer comme le seul roi d'Angleterre légitime, mais pour ça, il va devoir passer par la violence. Il va dans un premier temps, sur un ton réformiste, tenter d'instaurer un semblant de stabilité dans un royaume déjà bien divisé. Pour cela, il va notamment autoriser les barons saxons à rester en place. Mais Guillaume est bien trop gentil, et les barons gallois et saxons en profitent, surtout que le nouveau roi est souvent absent car il fait sans cesse des allers-retours entre l'Angleterre et la Normandie. Bref, un climat propice à la révolte. Et forcément, ça ne loupe pas, et dans de nombreux coins, surtout au nord, des barons se soulèvent. Guillaume va alors reprendre les choses en main et légèrement durcir sa politique vis-à-vis des Saxons. Légèrement. Il va alors se transformer en un véritable tyran. La fin justifiant les moyens, il organise de sanglantes répressions, n'hésitant pas à ravager des régions entières en détruisant les champs et les habitations des paysans. Il décide aussi de dégager les barons saxons pour les remplacer par des Normands, ce qui fait d'ailleurs qu'à la cour du roi, désormais on y parle le vieux normand. Pour asseoir son autorité, il fait construire de nombreux châteaux et forteresses, dont la plus connue est sans nul doute la tour de Londres. Pour mieux gérer son royaume, Guillaume va mettre en place le Domesday Book, le livre du jugement dernier. Et oui, je sais, le nom est plutôt classe. Ce nom si énigmatique désigne en réalité un grand inventaire de l'Angleterre.
Un recensement à l'échelle du royaume, qui va prendre un an, entre 1085 et 1086, et qui va permettre d'évaluer précisément la valeur du royaume que Guillaume vient d'acquérir. On y recense la valeur des terres, le nombre d'habitants, etc. Le tout pour, évidemment, taxer le plus efficacement possible. Ah, il y a des choses qui changeront jamais. Et je sais que par rapport à aujourd'hui, ça ressemble à un bête recensement national, mais un inventaire de cette époque, d'un si grand territoire aussi détaillé, je sais pas vous, mais pour moi ça relève de l'exploit. Les caisses du royaume étaient presque vides, et cette idée ingénieuse a permis de récolter plus d'argent efficacement. Ce document rare et exceptionnel est encore aujourd'hui l'un des témoignages les plus saisissants de cette époque, et qui nous permet de comprendre plus en détail le fonctionnement de l'Angleterre à l'époque de Guillaume le Conquérant. Mais Guillaume ne nous a pas laissé que le Domesday Book, il y a aussi la célèbre tapisserie de Bayeux. Cette tapisserie, enfin plutôt une broderie d'une longueur de 68 mètres de long, est une des œuvres les plus fascinantes jamais réalisées. Une fresque immense qui nous montre l'histoire de l'Angleterre de la fin du règne d'Édouard le Confesseur jusqu'à la bataille d'Hastings. Une œuvre qui frôle certes la propagande, mais qui reste indéniablement l'un des plus importants vestiges de cette époque. Mais revenons à Guillaume et à la fin de son règne. Vraiment pas très glorieux. Son royaume est fragilisé après de nombreuses révoltes en Angleterre et sur le continent. Il essuie ses premières défaites militaires, comme lors du siège de Dol de Bretagne en 1076, où après avoir échoué à prendre la ville, il se voit chassé par les armées du roi des Francs, Philippe Ier. Sa femme Mathilde vient de mourir en 1083, il est vieux, obèse, handicapé par une maladie, mais aussi cupide, cruel, et ses nombreuses répressions sanglantes font qu'il est de moins en moins apprécié. Sans que l'on sache vraiment pourquoi, il fait aussi arrêter son demi-frère Odon en 1082. Bref, rien ne va plus, et Guillaume le Conquérant décline peu à peu. C'est finalement le 9 septembre 1087, après plusieurs jours d'agonie interminable, que Guillaume le Conquérant rend son dernier souffle à Rouen, avant d'être inhumé à Caen dans l'abbaye des Hommes qu'il avait fondée avec sa femme. D'ailleurs, on raconte qu'à sa mort, il était devenu tellement gros qu'il a fallu tasser son corps pour qu'il puisse rentrer dans son cercueil. En voulant respecter la tradition des rois carolingiens, Guillaume divise à sa mort son royaume entre tous ses descendants, comme l'avait fait en son temps Charlemagne. Ce qui conduira, inévitablement à de nouvelles guerres de succession. La figure de Guillaume le Conquérant a traversé les âges. De par sa conquête de l'Angleterre, ou bien de l'héritage qu'il nous laisse, il garde l'image de l'homme qui a su forcer son destin, pour passer de simple fils bâtard à l'un des hommes les plus puissants de son époque. Un mythe qui a su perdurer grâce à la tapisserie de Bayeux, qui contribuera à faire connaître les exploits de Guillaume le Conquérant à Hastings. Malgré un règne en tant que roi d'Angleterre en demi-teinte, son influence reste considérable, et se fait sentir encore aujourd'hui. C'est lui qui a bousculé le vieux modèle saxon en mettant en place un système féodal. Et ses actes ont eu un impact considérable pendant des siècles, car c'est de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant que découlera l'éternelle rivalité entre Français et Anglais. En mettant à la porte les vieilles dynasties anglo-saxonnes, Guillaume a changé la face d'un royaume qui deviendra l'un des plus puissants de l'histoire. Merci d'avoir regardé cet épisode, pensez au pouce bleu, à vous abonner, à partager, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Utip ou en souscrivant à la chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.